Je vais garder Jenny et David. Et la transition est toute trouvée parce que là, on va se poser la question quels sont les avantages à accompagner l'artiste, le projet et la structure. Donc on va accueillir maintenant Nicolas Cabos de la Rock School Barbet de Bordeaux, une SMAC, ainsi que Laurette Amonique de Carré Culture, ingénierie culturelle, qui est aussi à l'organisation de cet événement, faut-il le dire. Coordination, pour être précis. Merci à vous d'être là. Nicolas, de Bordeaux, originaire de Guadeloupe. Oui, impeccable. Tu accompagnes la scène locale, effectivement, à Bordeaux. Donc j'imagine que ça a vraiment dû te parler, tout ce qui s'est dit auparavant. Déjà, j'aimerais que tu réagisses un petit peu sur ce qui s'est dit auparavant et puis te présenter brièvement. Bien, moi, je suis un petit peu à la croisée de ces deux mondes, c'est-à-dire le monde administratif, institutionnel et le monde artistique. Je suis un peu là pour faire le lien, justement. Okay. Donc, vite fait, je vais vous raconter ma structure. C'est ce qu'on appelle une SMAC. Une SMAC, c'est une salle de musique actuelle. C'est un label qui permet d'avoir des financements sécurisés des institutionnels, notamment de la DRAC. Chez nous, ça s'appelle DAC, une DRAC. Et donc, ça nous donne ces financements, ça nous donne donc aussi des devoirs, on a des cahiers des charges à respecter, et dans ce cadre-là, on a la nécessité d'accompagner les artistes émergents de nos territoires, les amateurs, les professionnels et aussi les semi-professionnels. Et après, chaque structure décide d'accompagner comme elle le peut, comme elle le veut. Le tout, c'est d'avoir certains résultats. Donc, on a une salle de concert, on a une salle de 700 places, une salle de 450. On a des studios de répétition, on a des studios d'enregistrement. Et on est à peu près, il y a des profs, il y a 500 élèves, on a une école de musique qui s'appelle une Rock School et une Rap School. On a les deux. Donc voilà un petit peu dans quel établissement je travaille. Comment je suis arrivé là? Moi, j'étais musicien. Donc j'ai commencé musicien amateur. Après, je suis devenu musicien semi-professionnel, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à en vivre. Et je suis devenu musicien professionnel quand j'ai réussi à en vivre. Et en parallèle de ça, j'ai toujours continué un petit peu des études, parce que j'ai toujours considéré que le projet artistique n'était pas sécurisé à 100%, donc j'ai essayé de toujours d'assurer mes arrières. Donc moi, j'ai fait un IUT qui s'appelait Carrière sociale, qui était un peu dans l'animation, et tous les 5-10 ans, je reprenais des études, et j'ai fini par faire conception de projets culturels, qui était un peu plus artistique que social, et j'ai fini par être engagé à la Rock School Barbet sur cette expérience-là, donc musicien, pendant presque 25 ans, manager de mon groupe, mais j'étais aussi technicien parce qu'il fallait des fois pour compléter les cachets artistiques, aller faire un petit peu, je poussais des caisses derrière les scènes pour les gros artistes, je faisais du backline, etc., etc. Et donc toute cette expérience m'a amené à dire que l'artiste, effectivement, il a besoin d'être accompagné. C'est une nécessité parce qu'effectivement, le temps qu'on passe à l'auto-entrepreneuriat est du temps qu'on ne passe pas sur le projet artistique. Dans mon groupe, j'étais le manager, donc quand on enregistrait, par exemple, mais beaucoup passaient plus de temps à enregistrer. Moi, je passais du temps sur les contrats, sur les labels, les distributions, etc. Alors à l'époque, il y avait moins d'aides qui étaient facilement accessibles au niveau, mais voilà, ça prend du temps. Mais après, voilà, chacun a son rôle. Donc en groupe, c'est plus facile parce qu'on est plus nombreux. Après, les artistes solos, évidemment, doivent tout faire eux-mêmes. Et maintenant, de ma casquette, entre guillemets, d'accompagnant, ce que je dis au groupe, c'est que si tu n'as pas de label, tu en fais un, parce que voilà, tu es obligé. Si tu n'as pas de tourneur, tu cherches tes dates. Il faut faire des réseaux. Nous, on a plein de petites expériences, donc des échanges de concerts. Mais voilà, toi, tu organises le concert d'un groupe qui fait ta première partie, après lui organise le tien, etc. Et on a plein de petites solutions comme ça pour essayer de professionnaliser les artistes. Parce que nous, notre politique, entre guillemets, de salle, ce qui est important, c'est que nous, on est sur convention de l'animation et pas convention spectacle. On est jeunesse et sport, on est dans l'éducation populaire. On estime que le côté social de la musique est très important et doit aussi être corrélé, évidemment, au côté créatif. On ne peut pas faire que la création, il y a aussi un aspect social. L'artiste est évidemment intégré dans la société et c'est en cela aussi que tous ces dispositifs d'accompagnement, c'est pas de la charité, c'est des dus, c'est l'argent de nos impôts, c'est l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui travaille, qui vit, qui fait vivre son boulanger, etc. Il a droit, comme les autres, à avoir les meilleures conditions pour travailler. Donc nous, en tant que... Quels sont donc nos critères un petit peu d'accompagnement? Alors, on a plusieurs dispositifs. Pour les amateurs, mais j'y reviendrai. Les professionnels, donc eux, ils sont déjà professionnels, ils ont besoin de résidence pour roder leur spectacle, donc on met en place ça. Donc avec le CNM, anciennement CNV, on montait des projets de subvention.
Donc le producteur payait une partie, la salle aussi, et le CNV permettait d'enregistrer les artistes, enfin de rémunérer les artistes, pardon, de faire des cachets et d'arriver à cette fameuse intermittence. Et nous, on consacre principalement notre travail sur les semi-professionnels, c'est-à-dire les artistes qui agissent de manière professionnelle, ils font des tournées, ils ont des labels où ils sont leurs propres labels, ils ont des tourneurs où ils sont leurs tourneurs, etc. Et c'est cet entre-deux, le pas difficile à accéder, c'est arriver à la professionnalisation et une sécurisation. Donc c'est là où on essaie d'intervenir. Et nous, on accompagne, c'est-à-dire que nous, on n'est pas label, on ne va pas sortir de disques, on n'est pas tourneur, on ne va pas monter des tournées, mais on peut placer des artistes sur des premières parties, on peut les aider sur certaines choses, on peut être un référent administratif, cadre administratif, on peut déclarer les artistes sur des lieux qui ne peuvent pas les déclarer parce qu'ils n'ont pas les capacités administratives, ils n'ont pas de service. Donc par contre, il faut qu'on intervienne un petit peu là-dedans. Donc voilà, et nous, c'est l'émergence qui est notre principal cœur de métier. Et on essaye d'insister le plus là-dessus, quoi. Ok. Donc voilà, je suis un peu à la croisée de tout ça. Et notre but, c'est justement d'aider les artistes. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est écrire des dossiers, c'est expliquer les pistes, c'est expliquer que pour un premier album, ils peuvent avoir une aide, par exemple, par la SACEM. Parce que la SACEM, ils ont des aides aux premiers albums, à l'autoproduction. C'est de voir l'aspect d'IDAM, qu'est-ce qu'elle peut faire, quand est-ce qu'il faut s'inscrire. La SACEM, moi j'ai coutume de dire, elle me dit, est-ce que tu m'inscris à la SACEM? Je dis, ça dépend. Où tu en es? Est-ce que tu as des morceaux à protéger? Est-ce que tu joues dans des salles? Est-ce que tu sais que les salles où tu joues, ils payent la SACEM? Et à partir du moment où tu estimes que le bénéfice est bon, eh bien, tu t'inscris à la SACEM. Mais pour moi, c'est des choses qui viennent naturellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'artiste lui-même, il comprend qu'il faut qu'il se structure, qu'il doit s'inscrire dans toutes ces sociétés-là. Et donc, c'est ce travail-là qu'on essaye de faire à la Rock School Barbet. Je ne serai pas plus long, j'interviendrai plus tard sur les amateurs, etc. Mais voilà, on essaye en tout cas, nous, d'aider à cette professionnalisation, à cette structuration, c'est important. Parce que c'est ça qui fait que justement, cette professionnalisation, cette structuration d'un secteur, et pour moi, la nécessité, c'est d'avoir un lieu aussi qui puisse accueillir tout ça. C'est ça qui permet aux artistes de se professionnaliser, de vivre de leur musique. D'accord, donc tu es vraiment l'interlocuteur privilégié en termes de structuration au niveau de la SMAC, Rock School Barbet, pour les semi-professionnels. C'est bien. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a ton alter ego en termes d'ingénierie culturelle, en tout cas, notamment au niveau de la structure Carré Culture, qui est Laurette Amonique. Alors, elle, forcément, tu vas nous donner les détails des étapes d'accompagnement, les conseils stratégiques, la vision 360 qu'on a évoquée avec Jenny un petit peu, et tes points d'intervention aussi au niveau des artistes. Bonjour à tous, je m'appelle Laurette, j'ai grandi en Guadeloupe et sur Paris. J'ai toujours été passionnée par les identités culturelles guadeloupéennes. Vous l'entendez? Ouais, ouais. Allô? Ah, c'est bon. C'est l'artistique, ça aussi, c'est du coaching. Voilà, je suis ingénieure culturelle. J'ai grandi entre Paris et la Guadeloupe, plus précisément Basse-Terre. J'ai fait des études en ingénierie et conception de projets culturels avec une spécialisation musique et notamment tout un travail de recherche sur les identités guadeloupéennes en lien avec, bien évidemment, l'histoire coloniale. Je suis revenue sur le territoire il y a quelques années. Bien évidemment pour ramener ce que j'avais pu intégrer sur Paris et en France hexagonale sur le territoire, puisque ça a toujours été un objectif, et travailler auprès des artistes qui sont ici, certains qui sont revenus également et certains qui sont restés toujours en Guadeloupe. Je suis vraiment en amont en fait, des projets avec Carré Culture, donc c'est une démarche qu'on appelle stratégique, c'est-à-dire d'identification des besoins, du positionnement du projet, le développement en définissant les étapes d'action afin évidemment d'optimiser la réussite du projet artistique et son export vers d'autres régions et d'autres pays. Le premier point qui est intéressant, c'est que sur le territoire de la Guadeloupe, il y a une grande richesse culturelle avec des apports très diversifiés, donc différentes formes musicales qui se nourrissent les unes les autres et surtout, comme ça a été dit sur la première intervention, un vivier d'artistes impressionnant et vraiment d'une grande qualité. Donc les esthétismes se recherchent et se rencontrent et il y a plein de projets intéressants. Le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est déjà, on parle d'artistes, on parle d'autoproducteurs, on parle d'entrepreneuriat. On peut être artiste et ne pas être autoproducteur. Un artiste peut être musicien,
et travailler avec différents groupes. Il n'aura pas besoin de se structurer en autoproducteur puisqu'il interviendra avec son talent de musicien sur les groupes des autres. Par contre, ce même artiste, musicien, s'il veut développer son propre projet de création, monter une direction artistique, là, la question commencera à se poser pour devenir un artiste autoproducteur. C'est la même chose. Il y a plusieurs casquettes pour un artiste. L'artiste peut être seulement interprète, il peut être musicien, il peut être auteur, compositeur. Il peut très bien être compositeur et partager ses compositions pour le projet de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de se structurer forcément en tant qu'autoproducteur. Les artistes qui sont présents aujourd'hui, c'est des artistes qui ont porté leur création, qui ont été inspirés, ils ont leur imaginaire à développer, ils ont des choses à dire et ils ont décidé donc de se lancer dans une création. La création, elle peut être enregistrée sur album comme telle, elle peut être sur scène, spectacle de création, scénique, des spectacles, notamment tout ce qui est création et qui est subventionné par la DAC Guadeloupe. Il y a les aides déconcentrées dont Madame Brugère reparlera plus tard. Une fois qu'ils ont identifié qu'ils avaient un spectacle de création, évidemment, ils ont cherché à monter leur direction artistique. Ils ont cherché comment financer cette création. Parce que toute chose, il faut engager d'autres artistes. Ces artistes, c'est nécessaire de les rémunérer. Pourquoi les rémunérer? Parce que derrière, c'est leur droit, tout simplement, le droit à la formation, le droit à l'allocation chômage, le droit à la complémentaire retraite. Et être artiste, c'est un métier à part entière. Donc, une fois que l'artiste a identifié qu'il est autoproducteur, et un artiste ne peut pas être entrepreneur. Il faut déjà bien différencier ça. L'artiste ne peut être que intermittent du spectacle. On parle de statut, pour être précis. Voilà. Il peut avoir l'état d'esprit d'entrepreneur, mais ne peut pas être entrepreneur en termes de statut. Il peut être entrepreneur, mais sur un autre secteur. Autoproducteur, c'est différent. C'est l'artiste qui porte sa création et qui veut la développer par lui-même. Il a plusieurs choix, c'est-à-dire que s'il ne veut pas être autoproducteur, il peut très bien aller démarcher des producteurs pour que ce producteur prenne en charge sa création. Devenir salarié. Voilà. Il devient, en quelque sorte, oui, salarié, il devient salarié du producteur. Ça engendre évidemment des questionnements. Est-ce que le producteur, il pourra avoir une vision de la direction artistique qui sera différente de celle de l'artiste? Est-ce que les deux arriveront à se coordonner pour aller vers la création de ce spectacle? À partir du moment où l'artiste aussi décide d'être autoproducteur, c'est qu'il garde la main aussi sur sa direction artistique, et donc sur sa création, et donc sur son à dire, qu'il a à exprimer, et la forme. Donc une fois que voilà, cet artiste il a dessiné, il ne va pas tout de suite signer avec un producteur, il pourra y aller peut-être après faire une coproduction, il se dit je vais être autoproducteur. Par quoi on commence? On commence, il faut du budget pour les répétitions, il faut du budget pour payer les artistes, il faut du budget pour la communication, la diffusion, et tout ce qui est les suppléments, la création d'un décor, la maquette pour un album, etc., etc. Comment on accède à l'autoproduction? Alors la première chose, pour faire des demandes de subvention, on peut être soit structuré en association, soit en entreprise, parce qu'il peut y avoir l'autoproducteur qui porte sa structure avec une association, ou bien avec une entreprise privée. C'est encore deux champs différents. On va se concentrer sur l'autoproducteur qui monte son association. Sur le territoire de la Guadeloupe, les autoproducteurs identifiés se structurent généralement en association culturelle. Monter une association, c'est également des démarches, c'est également une gestion administrative. Donc, il faut gérer la gestion de la création et la gestion de la structure administrative. On en revient à l'écosystème qui vous aidera sur le montage du bureau, les assemblées générales, la comptabilité, pour pouvoir arriver où? À l'instruction des demandes de subvention. Parce qu'il n'y a pas que la création qui doit être mise sur papier, mais également les objectifs de l'association porteuse du projet de la création. Les statuts. Il y a les statuts qui font partie, qui sont nécessaires à une création d'entreprise avec un dépôt en préfecture. Donc il y a deux choses finalement pour être artiste autoproducteur. L'artiste est le porteur de projet. Ce qui a été identifié, c'est que le premier point, c'est la nécessité de monter une association culturelle pour aller chercher les financements, pour pouvoir avoir une structure qui porte le projet. C'est-à-dire qu'une association culturelle pourra porter
différents projets. L'artiste autoproducteur pourra très bien ouvrir aussi son association pour porter le projet d'un collègue qui n'a pas envie de se structurer en autoproducteur. Mais dans ce cas-là, il deviendra le producteur de la création. Donc propriétaire. Avec des accords, contrats, les choses partiellement. Okay. Oui, ça se négocie avec les contrats de la musique, bien évidemment. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça demande énormément de démarches administratives. Donc le point sur le territoire, les artistes avec qui j'ai pu échanger, parce que j'ai pu accompagner différentes créations sur le territoire, notamment dans la peau de Mano, Moins Cessina, une magnifique création de Jenny, Eva Yana, une création à venir qui se nomme Symbiose, également Smiley et d'autres artistes, Mirella Toussaint, tout ça en collaboration avec Michael Leosis, l'organisateur aujourd'hui des rencontres professionnelles, qui lui travaille plus sur une partie de structuration et de formation. Parce que pour pouvoir, moi je suis sur la partie de l'accompagnement, mais derrière il faut des outils pour sa création et puis pour l'administration de sa structure. L'autre, quand les artistes, je les rencontre, ce que j'observe régulièrement, et pas que sur le territoire de la Guadeloupe, là je vais vraiment donner les grandes lignes de l'artiste qui souhaite devenir autoproducteur, puisque j'ai pu intervenir hors territoire pour le groupe Audience, c'est que les stratégies sont à court terme. Un projet, généralement, c'est une durée de vie de 3-4 ans maximum. Sauf qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'il n'y a pas de questionnement sur le développement de la carrière professionnelle. On parle de métier, donc c'est nécessaire de déjà travailler en parallèle à moyen, court et long terme. Ce qu'on peut identifier, c'est que aussi, il y a la réalité financière du projet. Des artistes peuvent arriver et dire, voilà, j'ai envie d'enregistrer un album. Je pense que ça ne coûte pas très cher. Oui, j'ai vu un tel enregistré pour 5 000 €. Oui, mais il se passe quoi derrière? 5 000 €, mais il faut payer studio. Vous êtes combien en studio? Les coûts montent très, très vite. Donc, il y a un décalage entre, notamment on le voit sur les artistes émergents, entre l'idée d'un projet artistique avec les idées, il y en a plein, ça peut gonfler, on peut dire on va travailler avec un tel, tiens je vais rajouter ça en décor. Les coûts deviennent vite élevés. Donc il y a aussi un décalage de l'artiste qui se lance dans l'autoproduction sur son budget. Il y a aussi l'effet coup de main, c'est-à-dire bon, ça y est, j'ai monté mon association. C'est pas grave, j'ai Tati qui a fait un petit peu de communication là, j'ai mon cousin, super, il a monté une petite radio, lui fera la diffusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille avec des personnes qui sont uniquement bénévoles, on ne s'arrête pas sur le qualitatif du travail. Donc c'est difficile de développer un projet quand le travail, certes, il ne coûte rien parce que c'est du bénévole ou des engagements, comme ci, comme ça, mais on n'aura pas forcément la qualité nécessaire pour que le projet puisse vivre et puisse s'inscrire dans un environnement concurrentiel. Ensuite, donc ça j'ai parlé de la carrière professionnelle, que souvent, ce que j'ai observé en accompagnement, c'est que l'artiste qui devient autoproducteur, c'est un processus long. Pour l'incarner, ça prend entre 6 à 12 mois parce que ce n'est pas du tout le même métier. Mais qu'aujourd'hui, l'artiste autoproducteur, finalement, apprend à devenir producteur de sa propre création. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pu observer également? C'est beaucoup d'étapes de renoncement avec l'élan. Il peut y avoir les questions du burn-out qui se posent pour l'artiste qui devient autoproducteur. Il réalise, au début, il est artiste, et en plus, il a envie d'être créé, donc il s'éloigne aussi de ce qui l'anime, de son moteur, comme dit Jenny. Il découvre qu'il doit devenir administrateur, qui doit également porter la production exécutive, c'est-à-dire manager ses équipes, tenir les engagements des autres artistes sur la direction artistique. Donc il est orchestre de tout ça. Donc il y a souvent des fois des pertes d'élan, de motivation, d'énergie qui peuvent devenir aussi difficiles pour l'artiste autoproducteur. Surtout que très souvent, au départ, il n'y a pas forcément les retours auxquels on s'attend par rapport à l'investissement fourni aussi. Exactement. Alors, les retours, en effet, ne sont pas immédiats, puisque, comme ça a été dit, le développement d'un projet juste pour sa mise en œuvre et puis sa première sur scène, quand on parle de création scénique, il faut compter 18 mois, entre 12 et 18 mois, et je ne parle pas de la phase
créative, où l'artiste a déjà travaillé son idée, identifié la direction artistique. Je parle du moment où on commence à poser l'idée sur papier et qu'on commence à se dire on a besoin de financement et combien ça va coûter. Voilà. Jusqu'à la première scène qui peut être souvent 18 mois plus tard. Donc, c'est tout un tas de freins qui s'accumulent. Donc, il est nécessaire vraiment dans un premier temps d'être informé. C'est pour ça qu'un centre de ressources, et aujourd'hui que vous soyez présent, c'est très bien puisque vous commencez à vous informer. Ça permet en fait d'identifier les différents acteurs et de savoir où il y a les ressources, parce que les ressources, elles sont présentes, juste savoir qui, où et comment y accéder. Dans l'accompagnement, il y a 3 axes qui se dégagent. Les artistes, au début, je les rencontre, j'échange avec eux. Il y a tout un tas de questions. Et les questions, elles prennent souvent un axe individuel. À la base, l'artiste, c'est un individu. Il part de lui-même pour monter sa création. Il métaphorise son histoire et il veut la partager. Ensuite, il y a l'axe lié au projet. Comment j'y vais? Comment je monte un dossier de subvention? Comment je déclare les autres artistes? C'est quoi les sociétés civiles? Tout un tas de questions. Et il y a les objectifs carrière à regarder. Alors, il y a des artistes qui arrivent à se projeter, mais il y a des artistes qui ne se projettent pas, qui pensent uniquement aux projets qu'ils ont actuellement, sachant qu'on est sur des durées de vie qui sont relativement courtes dans le milieu artistique. Par contre, on est sur des processus similaires d'un projet à l'autre. Donc, une fois que le processus d'autoproduction est incarné et est enregistré, et qu'on a identifié ses propres processus, c'est-à-dire qu'on peut le décupler tout le long de sa carrière. Sur le territoire, il y a plusieurs formes d'artistes. Il y a des artistes émergents, comme on retrouve sur le territoire de Bordeaux, des artistes qualifiés et des artistes confirmés. Les artistes émergents, ils ont plutôt souvent entre 1 et 5 années d'expérience sur le territoire, sont plutôt jeunes. Ils ont un réseau dynamique, ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils peuvent en fait faire un titre et buzzer sur les radios et avoir énormément de passages d'un coup. Là, ils commencent à être approchés par des producteurs, donc ils sont pas en autoproduction. Ils n'ont pas de visibilité sur les contrats de la musique, ils ne savent pas trop où ils vont. Souvent, ils sont pris dans le tourbillon. En même temps, ça fait super plaisir d'être reconnu si rapidement et de buzzer. Il y a une gestion de la notoriété. Merci. De la célébrité. Qui ne peuvent pas maîtriser. Il y a peu de connaissances des acteurs culturels du secteur public, avec notamment le CNM, le ministère de la Culture, le conseil régional, le conseil départemental. Il n'y a pas de connaissance de ses droits, il n'est pas en lien avec forcément le pôle emploi spectacle, ni l'AFDAS. Il privilégie les choix du moment. Il y a l'artiste qualifié, ils ont généralement entre 5 et 10 ans d'expérience, ils sont implantés sur le territoire, ils travaillent en solo ou en groupe. Ils aimeraient devenir intermittents du spectacle et ils cumulent régulièrement sur le territoire. On a la chance d'avoir quand même plusieurs petits lieux de diffusion en Guadeloupe, donc ils cumulent généralement des dates dans les bars, les restaurants, les hôtels. Ils acceptent de jouer dans des conditions techniques moindres, bien généralement par rapport aux artistes confirmés, et ils s'adaptent facilement aux contraintes. Ils ont un réseau de fanbase, donc leur public, de 50 personnes pour la famille. Ils ont envie de se structurer, de développer des créations plus abouties, de meilleure qualité pour eux-mêmes, ils estiment ou ils désirent aller pour leur propre création. Ils veulent monter en compétences. Ils ont souvent aussi une identité artistique qui se recherche encore. Leurs intentions nécessitent d'être encore accompagnés pour les formaliser. L'artiste est bien souvent aussi collé à sa création, puisque c'est lui-même. Et ils sont souvent ouverts à appliquer une stratégie, à être nourris, à être mis en relation, monter de nouveaux réseaux. Et l'artiste confirmé sur le territoire, il y en a pas mal pour un territoire comme la Guadeloupe. Ils ont souvent entre 10 et voire 20 ans d'expérience. Ils ont souvent un second emploi dans la culture. Alors soit dans la culture, soit sur un autre secteur. C'est-à-dire qu'ils ont appris à gérer pour se sécuriser financièrement. Soit ils multiplient les projets dans le champ de la culture, ça peut être intervenant, ça peut être de la transmission dans les établissements scolaires, auprès des jeunes publics, auprès des publics en situation de handicap ou dans les prisons et autres. Ils ont appris à moduler en fait leur talent, leur savoir-faire
pour vivre de la musique autrement, pas forcément des fois par un statut d'intermittent. Développer la dimension socio-culturelle, comme le disait Nicolas, finalement. Oui, exactement. Le champ est large, les publics sont vastes. Et puis certains publics, c'est nécessaire d'aller les rencontrer là où ils sont. Et puis d'autres publics à faire venir et découvrir. Ce n'est pas la même façon de travailler les publics, en fait. Voilà, l'artiste autoproducteur doit énormément réfléchir à comment, quel public ils visent et puis comment les faire venir, leur parler, c'est bien parce que ça démontre qu'il y a différents publics. Finalement, il n'y a pas que le public qui est, je sais pas, je dis des choses en gros, qui regarde la radio ou des gros médias mainstream. Les gens peuvent être partout, sont partout et ne pensent pas tous de la même manière. Donc, chaque artiste peut trouver son public au final, quoi. C'est ce que j'ai l'impression que tu dis. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, les artistes confirmés sur le territoire. Ils ont une idée aussi de qu'est-ce qu'un cachet. Ils ont une connaissance de l'écosystème de la musique. Ils connaissent partiellement les contrats de la musique. Ils éprouvent un certain plaisir quand ils montent en compétence aussi en devenant autoproducteurs et qu'ils commencent à incarner leur casquette de producteur. Il y a quelque chose qui légitime aussi cette partie-là et puis se rend compte aussi de l'effort d'intégrer tous ces éléments. Voilà pour qu'est-ce qu'un autoproducteur, les profils des artistes autoproducteurs dans la musique en Guadeloupe. Au niveau de l'accompagnement, je pense que de toute façon, un accompagnement, c'est un travail singulier, au cas par cas. On analyse la situation globale et avec un seul objectif, c'est vivre de sa musique. J'ai une question un peu à côté, mais qui va peut-être pour David et Jenny. Parce que là, on ne parle pas trop de cette personne, du manager ou de la manageuse. Est-ce que vous avez déjà pensé ou vous avez déjà eu un manager ou une manageuse justement qui fait un peu écran avec tout ce dont on parle, la production, l'édition, les tournées, le merchandising, ce que vous faites en fait. Et parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu le personnage qui revient dans toutes les discussions là qu'on a depuis tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire ou... Alors pour ma part, en tant qu'artiste, non. D'accord. Je n'ai jamais eu. Je vais laisser la parole à Jenny. Est-ce que s'il y avait une personne qui se présentait à toi, qui est fan de ta musique, qui comprend ton état d'esprit, qui vient à ce genre de réunion pour se prendre des infos à laquelle tu ferais confiance, est-ce que là tu pourrais avoir un manager ou une manageuse? Alors dans l'absolu, oui. Mais à l'heure actuelle, oui. Mais je pense que ça aurait été problématique quand même avant, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, mieux vaut savoir de quoi on parle. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait confiance à quelqu'un, et comme souvent, après, bon, la personne sent qu'elle a forcément un moment, si on ne regarde pas ses affaires, voilà. Donc, oui, dans l'absolu, mais quand même avec un droit de regard. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'un manager? Je crois que... Non, mais je pose la question de façon... c'est pas évident. Pour moi, ça a été relativement fluctuant. Il y a eu des périodes où, effectivement, des personnes se sont proposées, présentées. Quand on sort vite de l'aspect musique enregistrée et radio edit, diffusion, j'ai eu ma période aussi dans ce cadre-là, ça devient plus délicat. D'accord. Mais je ne demande que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis en mesure de parler de mon projet, je suis en mesure de le défendre. Je fais partie, comme Laurette l'expliquait tout à l'heure, des artistes qui ont dû, du coup, monter une structure de production en capacité de porter un projet. Je le défends parce qu'il le faut. Voilà. Et parce que voilà, ce propos, pour moi, doit être mené et qu'il va au-delà de ma simple carrière d'artiste. Il y a des choses qui me tiennent à cœur d'un point de vue social, contextuel, guadeloupéen, etc. Mais si effectivement il y avait une personne en capacité et de comprendre ce projet et de m'aider à le vendre pour qu'il puisse lui aussi finalement en avoir un retour, bien sûr. Parce que je pense qu'il y a aussi ça, il y a la question de la rentabilité qui se pose beaucoup quand on est approché par des personnes qui veulent nous aider. Voilà, donc voilà, non, pour l'instant ça a été vraiment sur des courtes périodes, mais surtout dans la partie de mon expérience qui était liée à la musique enregistrée, aux albums, aux diffusions radio, etc. Voilà. Ok, ben merci. Tu avais quelque chose à rajouter, Laurette? J'ai vu, tu as un peu
Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que beaucoup d'artistes qui souhaitent se monter en autoproducteur doutent, alors que bien souvent, ils maîtrisent déjà des parties de l'autoproduction. Et c'est juste les accompagner à identifier leurs ressources. Ils font de la prose sans savoir qu'ils font de la prose. Voilà. Et je voulais vraiment aussi encourager tous les artistes de territoire et féliciter ces porteurs de projets qui font un travail magnifique pour diffuser la culture guadeloupéenne ici et ailleurs, avec un vrai travail de recherche et une sensibilité énormément. Mais merci à vous quatre pour le partage. Quelque chose à rajouter, Nicolas, avant de... Tout à l'heure, je réinterviendrai, je les rajouterai tout à l'heure. Peut-être juste un mot sur le manager. Pour moi, son poste, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts des artistes. Et après, c'est à chaque artiste de voir dans quelles limites et jusqu'à où il laisse de la place à son manager. Certains, ils interviennent sur l'artistique, d'autres pas, mais ça, c'est une relation de confiance. Et économiquement, le manager est censé prendre un pourcentage. Pour moi, c'est le meilleur... la meilleure façon de travailler. Certains veulent être rémunérés, c'est aussi ces conditions, enfin rémunérés d'une manière plutôt fixe. Bon, mais c'est difficile. Après, voilà, c'est à chacun de trouver sa relation avec son manager. Mais je pense que c'est important parce que ça permet à l'artiste de se dégager de beaucoup de choses qu'il ne devrait pas avoir à traiter. Mais c'est à chacun de trouver sa vraie formule. Merci pour ce complément. Bon, on va vous remettre. Oui, vas-y, pardon. Alors, non, du coup, alors, comme j'avais compris que l'idée c'était de parler des avantages aussi de l'accompagnement. J'avais envie d'évoquer le fait que ce soit particulièrement... Alors, on a parlé de structure et d'organisation matérielle, mais que ce soit aussi particulièrement structurant pour la pensée, en fait. On ne se rend pas compte qu'on peut être très vite embrouillé entre la multiplicité des idées que l'on peut avoir quand on est créatif et la nécessité de pragmatisme et d'organisation de la pensée quand on va diffuser et expliquer ce que l'on désire faire. Donc, moi, j'ai été accompagnée par Cariculture, donc, et toute cette démarche-là, elle a vraiment servi à structurer ma pensée, à préserver ma santé mentale aussi, parce que vraiment, ça n'est pas simple. Et puis, Laurette parlait tout à l'heure de toutes les casquettes à mener. Il y avait effectivement j'avais déjà commencé à construire une direction artistique, plus ou moins déjà une idée de mes équipes, de la direction que prendrait le travail, mais il fallait aller au-devant de chacun de mes collègues, qui du coup étaient des collègues, des collaborateurs. Réussir à gérer du coup cette nouvelle communication, même si pour moi c'est la même, mais pas forcément pour eux. Donc c'est vraiment beaucoup d'un point de vue émotionnel et psychologique, c'est aussi très très important. C'est aussi pour ça que l'accompagnement est essentiel. Voilà, je vais juste rajouter ça. Mais merci pour ce propos. Moi, je vais juste rajouter quelque chose concernant le management, justement. Alors, quelque chose que j'ai remarqué par rapport justement à la question, oui, bien sûr qu'en fait, au final, il faudrait que l'artiste soit représenté par quelqu'un justement qui défende ses intérêts. Et pour l'avoir vécu, quelque part, quand on va se présenter dans des salons internationaux, justement, les marchés internationaux de musique du monde, dans ce qui nous concerne, Evayana, on n'est pas très crédible en fait en tant qu'artiste quand on va se vendre soi-même. C'est-à-dire, vu tous les professionnels qui sont là, c'est mieux vaut être représenté par quelqu'un. Je trouve que les autres professionnels sont bien plus à l'écoute de quelqu'un qui représente un artiste qu'un artiste qui vient lui-même. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. C'est marrant, je termine sur ça, parce que, tu sais, juste en termes de communication, moi j'ai commencé j'ai créé une adresse pour mon association qui me représente. Communiquer avec cette adresse m'a permis d'avoir beaucoup plus de crédit que communiquer avec la mienne personnelle, alors que c'est la même personne. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Et je peux même te donner une autre combine. Je sais qu'il y a quelqu'un qui, lui, alors non seulement il a créé une adresse, mais c'est sous le nom d'une femme avec une consonance un peu anglaise ou allemande, quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai. Et ça fonctionne très bien. Bon, là, on est dans les combines, là. Alors ça, c'est trop, mais moi, quand je manageais mon groupe, je me présentais en tant que manager, je ne disais pas que j'étais musicien du groupe. Ouais, après, quand les gens font le lien, au bout d'un moment, ça allait, mais quand je faisais le management, j'étais le manager. C'est une sorte de posture, en fait. Ok. Merci à vous quatre, en tout cas, on peut les applaudir, franchement. C'était très riche en enseignements.